Emmanuel, le Nigeria est tout de même un pays qui a de nombreux atouts. Hein. Première économie du continent, deuxième producteur de pétrole derrière l'Angola, grand marché intérieur. Pourquoi est-ce que économiquement, pourquoi est-ce que la consolidation économique, ça n'a pas fonctionné? La première raison, pour moi, c'est la corruption massive au niveau de la classe politique. Il ne manque rien au Nigeria, comme vous venez de le dire. Le pétrole, le gaz, et même sa deuxième position derrière l'Angola est même temporaire. C'est parce que presque les 2 tiers du quota du Nigeria, donc alloué par l'OPEP, 2 millions et quelques, presque le tiers est volé, disparaît dans la nature. Et Buhari n'a pas pu vraiment juguler ce trafic du pétrole du Nigeria. Qu'est-ce qui fait que la corruption est si ancrée qu'on n'arrive pas à la combattre efficacement? Les responsables n'ont pas été sincères. Ils n'ont pas pris vraiment le taureau par les cornes. Disons, le président Obasanjo a tenté. C'est lui, à mon avis, qui a le plus fait pour lutter contre la corruption. Les deux organismes de lutte contre la corruption, IFCC et ICPC, aujourd'hui ont été fondés par Obasanjo. Mais après, je pense qu'on n'a pas eu des présidents réellement engagés dans cette lutte-là. Le problème, c'est qu'on en parle, les présidents viennent sur cette promesse à chaque fois. Buhari mais n'y parviennent pas, en tout cas. Mais non, il n'y a pas un engagement franc. C'est dit, qu'est-ce que vous diriez que le fédéralisme et que le poids des potentats locaux est aussi un frein à la lutte contre la corruption au Nigeria? Absolument, absolument. On peut sans conteste dire cela parce que les gouverneurs dans les États fédérés sont presque des présidents eux-mêmes. Et leur comportement, leur attitude, le fait qu'ils aient une légitimité électorale les amène à s'affranchir des dispositions fédérales souvent. Dans le cas, par exemple, de la sécurité, on a vu qu'il y a une loi fédérale qui empêche toute négociation avec des preneurs d'otages. Mais au niveau des gouverneurs des États fédérés, il y a des négociations qui sont conduites par les gouverneurs. Et derrière cela, il y a toute une ingénierie de la corruption qui se met en place. Lorsqu'on débloque de l'argent pour obtenir des libérations d'otages, notamment des enfants, des élèves qui sont très souvent les cibles des preneurs d'otages, il y a de l'argent, une énorme quantité d'argent qui est soutiré des fonds publics et qui est détourné. Donc, au niveau des États fédérés aussi, il y a une ingénierie. Et la nature fédérale fait que souvent, les élites locales aussi sont dans des entreprises de corruption. Et aujourd'hui, à mon avis, ce qui fait la faiblesse de la lutte contre la corruption au Nigeria, c'est que la gangrène a pris le corps. Et il faut vraiment une thérapie de choc. Parce qu'une bonne partie de l'élite, qu'elle soit dans l'opposition ou dans le pouvoir, qu'elle soit dans les institutions militaires ou dans les autres élites économiques, ont pris goût à la corruption et c'est devenu quelque chose, presque une bataille perdue. Et donc, en quelques mots, vous diriez aussi que la difficulté à lutter contre les djihadistes vient également de la corruption? Ah oui, il y a une partie parce que l'argent qui est affecté, on l'a vu d'ailleurs dans le régime, sous le régime précédent, une bonne partie de l'argent qui est dégagé pour la lutte contre la corruption. Je rappelle simplement que, par exemple, entre le président Trump et le président Biden, le Nigeria a acheté pour près de 1,3 milliard de dollars du matériel militaire. Et une bonne partie de cet argent s'est évaporée en rétrocommission, etc. Donc, dans la lutte contre la corruption aussi, l'argent, le volume d'argent qui est sorti n'est pas effectivement utilisé. Il y a une bonne partie qui s'évapore. Alors, on l'a compris. Hein. Juste pour dire, il y a effectivement quelque chose qu'on peut appeler le business de la corruption. Oui, de l'insécurité et de la corruption. Et de la corruption.